Yes! C'est fabuleux! Thomas Levet. Les Grecs. Journal du golf, le podcast sur l'équipe.fr. Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Journal du Golf. Cette semaine, une émission enregistrée au Golf du Médoc pour le Lacoste Ladies Open de France. Nous évoquerons évidemment également la Ryder Cup avec 23 des 24 joueurs qui sont à présent connus. Thomas Bjorn, le capitaine européen, a donné ses 4 wildcards cet après-midi, après que Jim Furyk, lui, avait donné la veille ses 3 wildcards et notamment annoncé la venue de Tiger Woods au Golf National fin septembre comme joueur. Et nous sommes au bar du golf du Médoc et avec la dernière française à avoir remporté ce Lacoste Ladies Open de France, c'était Céline Herbin, c'était en 2015. Bonjour Céline. Bonjour Arnaud. Avec nous, un homme de Chantaco, vous avez remporté cet Open de France, c'est Bernard Pascasio. Bonjour Bernard. Bonjour. Vous êtes de Chantaco, mais vous êtes également l'un des fondateurs de ce golf du Médoc. On y reviendra évidemment tout au long de cette émission, mais avant de parler de ce Lacoste Ladies Open de France, Céline, est-ce que vous avez un avis sur les 4 wildcards européennes? Je crois que vous n'étiez pas tellement au courant. Et, Thomas Bjorn a joué la sécurité, a joué l'expérience. Un avis sur cette sélection ou vous êtes loin de ça? Bon, non, ouais, un peu déçu pour Rafa Cabrera Bello, qui je pense avait sa place largement en deuxième fois qu'il aurait joué la Ryder Cup. Donc bon voilà, après qui a enlevé des 4 qu'il a choisi, je sais pas. Mais voilà, c'est dommage qu'on n'a pas le droit à un 5e. Voilà, on rappelle, hein, Cazet, Poulter, Stenson et Garcia, on y reviendra évidemment. Et sur la venue de Tiger Woods au Golf National, c'est une bénédiction, Céline. Je pense, oui. Bénédiction pour la Ryder Cup en France. Et voilà, ça va être super de pouvoir le voir évoluer sur le Golf National, un beau test. Donc voilà, ça va être super sympa de le voir. Allez, place à ce Lacoste Ladies Open de France. Céline, vous l'avez remporté il y a 3 ans, mais c'était à Chantaco. Le Golf du Médoc, c'est une première cette année. Vous connaissez ce parcours ? À vrai dire, je l'avais joué dans un Grand Prix il y a très très longtemps, genre 2005, donc très peu de souvenirs. Grand Prix quand vous étiez encore amateur ? Oui, tout à fait. Et là, quand j'ai joué hier pour la première fois, au bout de 2 trous, j'ai dit à mon caddie, c'est comme si c'était un parcours nouveau. Là, je n'ai aucune ligne de jeu, j'ai aucun souvenir des greens. Voilà, donc c'était vraiment comme une découverte en fait. D'accord. Voilà. Vous êtes maintenant sur le LPGA, heureuse d'être de retour en France et heureuse d'être de retour sur cet Open de France. Bah oui, bien sûr, c'est toujours un réel plaisir de pouvoir jouer en France en tant que Française. Et voilà, j'ai une belle saison sur la LPGA pour moi. Donc je viens chercher ici clairement une victoire qui serait la cerise sur le gâteau à une très bonne saison déjà. Donc voilà, j'aime vraiment le parcours, il est vraiment top. J'aime bien, le design est quand même très semblable à des designs américains, autant le dire. Hein. On a l'impression plus de jouer sur un parcours américain qu'européen ici. Donc c'est peut-être un avantage maintenant que je viens des États-Unis. C'était nécessaire de quitter Chantaco, vous pensez, Céline ? Oh non, je pense pas. On était très bien reçus à Chantaco. C'était aussi un bon test de golf, différent d'ici, clairement. Mais il y avait ses atouts et je trouvais que c'était aussi très sympa d'être là-bas. Donc voilà, c'est un changement. J'espère qu'on y reviendra. Le green du 11 était quand même problématique, notamment. Oui, donc je ne sais pas si ça fait partie des travaux, le green du 11. Mais en tout cas, ça faisait partie du test. Et puis c'était la même position de drapeau pour tout le monde. Bernard, vous, quittez Chantaco, vous pensez qu'il fallait ? Il fallait, de toute façon, on n'a pas le choix. Je crois qu'il y a des travaux qui sont prévus, mais bon, Chantaco, il y avait une âme, c'est le début de la chemise Lacoste, le début aussi de l'Open, je crois que ça avait débuté bien avant, mais bref, je trouve que moi personnellement, je suis un enfant de Chantaco. J'ai été tout au début aussi dans ce projet avec Axel pour faire justement Axel Carré de chez Lacoste. Faire cet Open de France Lacoste à Chantaco. Donc évidemment, oui, un petit pincement au cœur parce que je suis toujours, j'ai l'âme à Chantaco, mais bon, mon Bordeaux. Comme vous dites, c'est un petit peu ma maison, donc je ne suis pas mécontent d'accepter
cet Open ici. Comment s'est passée cette arrivée? Comment vous avez su que l'Open de France quittait Chantaco? Comment le Médoc s'est porté candidat? Et ça fait combien de temps que vous travaillez sur cet Open, sur ce Lacoste, les 10 Open de France? Moi je vous dis, je crois que Lacoste n'aurait jamais quitté Chantaco s'il n'y avait pas eu ces travaux à faire, justement. Et je crois que c'est une très bonne chose. Vous savez qu'en golf, sa vie, il faut investir. Et la famille Lacoste a décidé d'investir. Je crois que c'est une très bonne chose. Et puis ensuite, les choses sont faites naturellement. J'ai des relation un peu privilégiée aussi avec Lacoste, la chemise Lacoste. Depuis des années, ça fait simplement 55 ans que je porte la chemise Lacoste, donc ça crée des liens forcément. Et puis avec Axel Carré, effectivement, on a eu l'idée de le faire ici. Il connaissait déjà le parcours pour avoir participé au Grand Prix Schweppes, où il y avait déjà une compétition avec les professionnels et joueurs et joueuses. Donc voilà, puis avec le président de la fédération aussi, qui connaissait le golf, et on a pensé que c'était pas très loin de Chantaco. J'espère qu'on y retournera un jour d'ailleurs. On l'espère tous, même si on est très bien au Médoc. Céline, vous l'avez dit, vous avez l'ambition de gagner cette semaine. Vous, après une première saison difficile sur le LPGA, cette année, ça y est, vous avez pris vos marques. Et vous passez pas mal de cuts et vous faites des bons résultats, 2 top 10 notamment. Oui, en effet. Donc là, c'était ma 3e saison sur la LPGA. Après une première bonne saison, j'avais un peu galéré en début de saison l'année dernière, mais en gardant quand même mes droits en fin d'année. Et là, cette saison, ça c'est la meilleure saison jusqu'à présent, avec 2 top 10 et voilà, avec des très bonnes sensations en fait sur les parcours. Et voilà, donc très content de l'évolution de mon jeu. Et ouais, après, comme j'ai dit toujours, à chaque fois que je joue un tournoi, c'est pour le gagner. C'est l'objectif, je pense que chaque joueur devrait avoir. Et donc voilà, comme je disais, j'aime vraiment ce parcours et je pense il va assez bien à mon jeu. Donc voilà, j'attends avec impatience que le tournoi commence. D'accord, c'est quand même plus facile de gagner le Lacoste Ladies Open de France qu'un tournoi du LPGA, Céline. Oui, c'est pas le même niveau de jeu, on va pas se le cacher, mais bon, voilà, ça reste quand même toujours un peu difficile de gagner à la maison. Hein. Il y a toujours, soi-disant, une pression additionnelle, donc on veut tellement bien faire que des fois ça peut se retourner contre soi-même, mais oui, voilà, le circuit européen malheureusement n'a pas suffisamment de tournois pour maintenir vraiment le niveau des jeux. C'est difficile pour une joueuse de jouer si peu et de maintenir un niveau, c'est quasiment impossible, autant le dire. Donc voilà, je les plains un peu en fait, les filles du circuit européen. Et voilà, j'ai la chance de pouvoir faire à l'inverse, de jouer peut-être un peu trop. J'ai enchaîné 13 tournois en 14 semaines durant la saison, donc c'était voilà, mais c'est comme ça qu'on apprend. Justement, par rapport à l'année dernière, vous aviez manqué pas mal de cuts. Qu'est-ce que vous avez progressé et dans quel domaine? Ça a été un déclic, je pense, un peu mental. Après, au niveau du swing, c'est vrai que j'ai pris confiance dans les changements qu'on a pris. On a commencé durant l'année dernière et du coup, c'était un peu trop tôt pour les mettre en place sur le parcours. Où là, cette année, j'ai vraiment bien ressenti que j'étais prête, quoi. J'étais prête vraiment à appliquer toutes ces notions-là. Et là, aussi, j'ai enfin réussi à connecter avec un caddie qui comprend un peu le golf de la même manière que moi. Donc sur le LPGA, le problème de la plupart des caddies, c'est qu'ils voient que des balles droites, parce qu'ils croient qu'on est toutes des Coréennes. C'est pas le cas pour moi. Je vois des fades, je vois des draws, donc j'avais besoin d'un caddie qui était comme moi. Donc je suis top, il est top, et voilà, il vient du monde professionnel masculin, du web.com et Champions Tour, et voilà, c'est super d'avoir quelqu'un qui comprend le golf comme moi. Bernard, vous avez été numéro 1 français dans les années 70-80. Professionnel de golf, c'est un métier de fou. Oui, enfin, il est surtout complètement différent de notre époque. Moi, j'ai connu le début du circuit européen en 72, je crois. Donc, à l'époque, on n'avait pas de tournoi. En France, on jouait 4-5 tournois. Il y avait l'Open national, le championnat de France, Formica et l'Open de France, c'est tout. Puis bon, c'était différent. On donnait des leçons pour pouvoir jouer des tournois. Donc aujourd'hui, on ne peut pas comparer les choses. Il y a beaucoup plus de professionnels, il y a beaucoup plus d'argent et c'est complètement différent, quoi. Les époques sont différentes. J'ai été numéro 1 effectivement en 84. Je crois que mes gains n'ont pas dépassé les 25 000 euros. Aujourd'hui, je pense que le numéro 1 français gagne un peu plus. Et tant mieux, c'est mieux ainsi.
Vous disiez, pas beaucoup de tournois à l'époque. Là, le Tour européen féminin aussi, c'est difficile. Céline l'évoquait. Vous pensez que c'est une fatalité? C'est juste un mauvais passage? Vous pensez quoi de ce Tour européen féminin qui est plutôt moribond? Écoutez, je crois que je vais être beaucoup plus sévère, beaucoup plus dur. Je trouve que c'est une aberration. Je ne connais pas les dirigeants, mais je ne sais pas s'ils sont visionnaires, parce que pour moi, elles jouent très bien. Et puis quand on compare les gains, enfin le tournoi, l'Open de France féminin, 275 000 € et l'Open de France, 6 millions, je trouve que le décalage est quand même un peu fort, quoi. Donc je ne comprends pas que des instances dont c'est leur métier, qu'il n'y ait pas un tournoi de France, d'Espagne, d'Allemagne, d'Italie, un tour européen, comme d'ailleurs dans le circuit européen, aujourd'hui est en difficulté. Je crois qu'il fallait privilégier les tournois nationaux, et je suis persuadé que avec, je ne veux pas accuser des responsables, mais aujourd'hui, faire un tour européen avec 5, 6, 10 tournois à 500 000 € par nation, je pense que si quelqu'un s'y intéresse, ça va être possible. En tout cas, je suis persuadé que dans les années à venir, je l'espère, il y aura davantage de tournois, parce qu'aujourd'hui, c'est lamentable, il faut dire franchement les choses telles qu'elles sont. Le premier tournoi européen, je crois que c'est l'Open du Maroc, que des nations comme la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne peuvent faire aussi bien. Enfin, j'espère en tout cas. Je le souhaite. Céline, vous, ce Tour européen moribond, vous l'avez vu, vous l'avez connu un peu plus resplendissant, vous l'avez vu un peu plonger du nez, même beaucoup plonger du nez. Vous le déplorez, vous vivez ça de loin? Non, je suis bien sûr l'évolution clairement négative depuis quelques années. Voilà, il y a plusieurs raisons. C'est difficile un peu de tout expliquer, mais c'est très important qu'il y ait un tour européen fort. C'est ça qu'il faut quand même comprendre, parce que pour les joueuses qui sont localement, c'est très difficile d'aller sur le Symetra et pour évoluer. La deuxième division américaine. Voilà, le Symetra. exactement. Les filles ici, elles sont en train de chercher un nouveau job, quoi. Elles peuvent même plus. Ça devient plus un travail vraiment d'être professionnel de golf en Europe, hein. Donc c'est un budget d'aller aux États-Unis. C'est un gros risque. Puis économiquement, donc tout le monde ne peut pas se le permettre. Et voilà, après les raisons, voilà, les dirigeants du Tour ont évolué durant la dernière année, on va dire. Donc il faut laisser du temps un peu à ceux qui essayent de bouger un peu les choses et d'améliorer. Voilà, après, moi j'avais vraiment tendance à dire qu'un changement de nom, un changement de marque, ça aurait été bien mieux. Il faut relancer quelque chose de nouveau, vraiment. Et je suis tout à fait d'accord avec Bernard sur le fait qu'il faut que ça redevienne un circuit européen en Europe. Voilà. En tout cas, votre carrière pour l'instant est aux États-Unis. On le sait, on a eu l'occasion de l'évoquer sur l'équipe.fr ou dans le journal du golf. Vous avez eu un parcours assez atypique avec des études assez brillantes et assez poussées, un passage professionnel assez tard. Maintenant, vous êtes en train de vous implanter aux États-Unis. Vous voyez aller où? C'est quoi vos buts? C'est quoi vos rêves? Il y en a beaucoup. Il n'y a pas de limite. Mais clairement, continuer à bien m'implanter aux États-Unis. La victoire arrivera quand elle devra arriver. Ce n'est pas une obsession, loin de là. Mon obsession, c'est de m'améliorer, de travailler le jour sur différents compartiments du jeu. Et je sais bien qu'en faisant ça, la victoire va arriver. Après, des objectifs moyen long terme, c'est clairement la Solheim Cup l'année prochaine et les Jeux Olympiques en 2020. Après, je continue à faire une très très bonne préparation physique depuis déjà quelques années qui vont me permettre, je pense, de pouvoir continuer à évoluer pendant beaucoup d'années. C'est mon objectif. J'ai pas donné de limite au niveau de l'âge. Lydia Ko avait dit de 18 à 30 ans sa carrière. J'ai commencé ma première année à 29 ans. Voilà. J'ai beaucoup d'années devant moi. Je ne suis pas grillée, on va dire, comme une Lexi Thompson qui a besoin de prendre un mois de vacances parce qu'elle est complètement grillée mentalement, parce qu'elle a commencé à 15 ans à jouer des majeurs en tant qu'amateur. C'est l'opposé de moi. Voilà. Donc moi, je suis loin d'être grillée, en fait. Donc j'ai l'avantage de la maturité et voilà. Et peut-être une volonté très forte. Bernard, c'est un jeu fabuleux. On peut progresser quasiment à tout âge, en tout cas très très longtemps par rapport
à d'autres sports? Oui, ça peut être l'inverse aussi. Mais je crois que c'est des raisons. Je crois que c'est Greg Norman, il a commencé le golf à 17 ans. Et il y en a d'autres à 17 ans qui jouent le Masters. Donc, l'avantage du golf, comme on peut le pratiquer jusqu'à un certain âge, il faut une certaine maturité. Mais moi, ce qu'elle dit Céline, c'est important. Elle s'entraîne physiquement quand même. Il ne faut pas croire que c'est une promenade. Le golf, c'est long, c'est compliqué. Il faut être bien dans sa tête, dans sa peau. Et il faut être dans son corps. Je crois que ça demande une exigence et beaucoup. Quand on voit la réussite, par exemple, de Gary Player, pour moi, c'est un exemple extraordinaire, qu'il est pas le joueur le plus doué de sa génération, mais à cause de volonté, de travail et de sérieux. Et ça, le golf permet effectivement d'arriver à un certain âge. C'est vrai que Céline a commencé très tard par rapport à beaucoup d'autres jeunes. C'est comme Tiger qui a commencé très très jeune aussi. C'est Mariano Ballesteros qui me disait, ce gamin qui n'a pas eu d'enfance, qui n'a pas eu... C'était très dur. Il ne faut pas croire qu'il est arrivé par hasard. Ça demande beaucoup de sacrifices. Et donc, non, Céline a raison. Je crois que elle a commencé à 29 ans. 29 ans, c'était ma première année full-time sur le circuit européen. Mais il y en a qui s'arrêtent à cet âge-là, donc voilà. Bravo. Tout l'avenir est devant vous. Merci. Céline, on vous avait eu comme chroniqueuse dans le Journal du Golf. On avait eu également Nicolas Colstart qui nous avait raconté son expérience aux États-Unis, qu'il avait assez mal vécu. Et on sait qu'il y a quelques Françaises qui ont tenté de franchir l'Atlantique aussi, qui ont eu du mal. C'est pas facile de vivre aux États-Unis. Comment vous le vivez? Ça vous pose pas de problème? C'était un peu ça la raison de vos mauvais résultats l'année dernière. Comment vous vivez cette vie aux États-Unis qui est assez particulière par rapport à un golfeur en Europe? À vrai dire, je me sens de mieux en mieux là-bas. L'année dernière, c'était pas du tout pour ces raisons-là que j'avais des résultats un peu différents. Franchement, je suis très bien habituée à la vie là-bas. Le fait d'aller sur chaque tournoi dans des familles que je connais déjà depuis 2 ou 3 ans maintenant, c'est ma 3e année. Donc à chaque tournoi, j'ai des membres qui m'attendent les bras ouverts et qui sont vraiment très heureux de me voir. Et je suis vraiment à la maison à chaque tournoi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui aide énormément mentalement également parce qu'on discute de plein de choses. On est complètement... Voilà, on arrive vraiment, quand on arrive à la maison, on oublie le bureau qui est pour nous le golf et on parle d'autre chose. Voilà, là je vis vraiment très bien en fait aux États-Unis. Je suis vraiment super commode et voilà, pour moi c'est génial. Hein, c'est vraiment un rêve fait réalité. Bernard, vous, cette difficulté des Européens et notamment des golfeurs français ou même peut-être belges, puisqu'on l'a vu avec Nicolas Colstart, à s'implanter ou à réussir aux États-Unis, hommes comme femmes, vous en pensez quoi? J'en pense, vous savez, quand on fait un métier comme le golf, on sait que ce n'est pas facile. Gary Player, il s'est bien adapté à la vie américaine. Hein. Je crois que oui, c'est vrai que c'est une autre civilisation, c'est vrai que je reconnais la vie est complètement différente, mais enfin bon, il y a quand même quelques avantages aussi, parce que quand on gagne quelques millions, si vous voulez rester chez vous et faire autre chose, vous avez le choix aussi, je veux dire par ça, il faut savoir ce que l'on veut dans la vie. Alors, je reconnais que c'est peut-être pas trop, ce que dit Céline est très important. D'ailleurs, les gens qui ont réussi là-bas, c'est quoi? Par exemple, Harrington qui a gagné, mais tous les soirs, il allait voir les matchs de rugby, de football américain. Il faut sortir de si on pense golf, jour et nuit, ça ne peut pas marcher, c'est évident. Il faut qu'ils aient à un moment donné, il faut qu'ils arrivent à évacuer. Et c'est pour ça que les États-Unis, c'est peut-être moins drôle que l'Europe où il y a peut-être d'autres distractions plus que les motels, les hamburgers, le McDonald's aux États-Unis. Je tiens à compléter, on peut manger très bien aux États-Unis. C'est bien. Non, c'est bien. Donc, je veux dire, oui, bien sûr que c'est dur. Mais enfin, ils ont quand même. Aujourd'hui, ce qui est dur, c'est que il y a du monde, effectivement. C'est de la concurrence. Il y a de la concurrence. Mais il y en avait moins auparavant, mais il y avait moins de tournois. Et aujourd'hui, la condition physique est indispensable, puisque traverser les continents, les fuseaux horaires, c'est ça qui est très dur. Mais bon, de l'autre côté, il y a aussi la récompense qui est au bout. Céline, on va vous libérer, on va passer à la Ryder Cup, mais avant de quitter, justement, on vient d'évoquer les golfeurs français. Il n'y en a pas en Ryder Cup. Ça vous inspire quoi? On aurait dû avoir la Solheim Cup au lieu de la Ryder Cup en France. C'est une belle pirouette. Et alors pour terminer, un pronostic sur cette Ryder Cup, 28-30 septembre à Paris au Golf National, on le rappelle.
L'Europe va gagner, bien évidemment. Le score, ça va être serré forcément, mais bien sûr que moi, je suis très confiante que l'Europe gagne. Je crois voir que le golf national est un avantage pour les Européens. Après, voilà, on verra. Bernard, vous Pascasio, vouliez Bernard. intervenir, on va y revenir après, mais allez, pour conclure cette page Lacoste Ladies Open de France. Je voudrais croire ce que dit Céline, mais bon, je pense que l'équipe américaine est plus forte. Et, en plus, le golf national, c'est plutôt golf américain. C'est plutôt, ce n'est pas un Lynx, ce n'est pas Carnoustie, ce n'est pas Saint-Andour, c'est plutôt un Target. Et puis ensuite, je crois que cette année, l'équipe américaine, c'est José-Marie Olasabal qui me disait que avant, ils venaient chacun avec leur avion privé, Tiger d'un côté, Mickelson de l'autre. Là, il y a une bande de jeunes, aussi bien Justin Thomas avec Spieth, c'est une bande de copains. Et je pense que pour l'avoir vécu l'année dernière à la President's Cup à New York, il y a davantage d'esprit d'équipe. Et ces jeunes, dans long, ils jouent très, très, très bien. Et moi, je pense au contraire de ce que dit Céline, que le golf national est un avantage pour eux. Donc, moi, je donne les Américains favoris. Bon, on va y revenir dans la deuxième partie de cette émission avec notamment Guillaume Biojo, le directeur du golf du Vaudreuil. Merci Céline Herbin d'avoir été avec nous. Bonne chance pour ce Lacoste Ladies Open de France. En espérant vous avoir la semaine prochaine pour débriefer une nouvelle victoire 3 ans après la première dans cette Open de France. Et puis à très bientôt pour suivre votre carrière sur le circuit américain, le LPGA. Merci Très Céline. bien. Merci beaucoup. Le podcast du Journal du Golf, toujours depuis le golf du Médoc. Nous avons évoqué ce Lacoste Ladies Open de France avec Céline Herbin qui vient de nous quitter et Bernard Pascasio. Et nous avons été rejoints par Guillaume Biojo. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Alors vous êtes le directeur du golf du Vaudreuil, j'ai dit, également directeur d'Altus Golf Performance Europe, l'entreprise de Cameron McCormick, le coach de Jordan Spieth. Guillaume, on va parler de cette équipe européenne, de ses choix de Thomas Bjorn. On vient d'avoir un petit débat entre Céline Herbin et Bernard Pascasio. On aura l'occasion d'y revenir, mais j'aurais besoin de votre avis et envie d'avoir un petit pronostic. Céline Herbin était envisageait plutôt une victoire de l'Europe. Bernard Pascasio est malheureusement beaucoup moins optimiste. Vous la sentez comment cette Ryder Cup, Guillaume ? Je suis pas très optimiste non plus pour l'Europe. Carrément. Pas très optimiste parce que ouais. Je pense que les Américains ont une équipe forte, ça c'est sûr. Le niveau de jeu est tout à fait incroyable et en plus de ça, une équipe très très soudée avec, je trouve, un bon mix entre des jeunes qui se connaissent très bien, des anciens, des vétérans comme ils les appellent, qui se connaissent très bien aussi. J'ai l'impression que ça peut faire une mayonnaise tout à fait impressionnante, peut-être une mayonnaise comme on en a une équipe américaine, peut-être la meilleure équipe de tous les temps. Peut-être la meilleure équipe de tous les temps. Pour l'équipe européenne aussi, on y reviendra. Avant d'évoquer cette Ryder Cup, pour évoquer cette Ryder Cup, on va quand même commencer par la nouvelle qui est tombée hier. On l'espérait, on la sentait venir depuis quelques temps, mais maintenant c'est sûr. Tiger Woods sera présent au Golf National en tant que joueur. Il devait être vice-capitaine. Vu ses résultats de l'année et notamment de l'été avec son British Open où il a mené un instant, il a fini par une 6e place et 2e à l'USPGA. Jim Furyk n'avait pas le choix, enfin évidemment qu'il fallait prendre Tiger Woods. C'est quand même un truc de dingue, Guillaume. Il y a plein de mots, que ça soit pour l'équipe américaine, que ça soit pour le spectacle et pour nous Français qui allons assister à ça, c'est tout à fait exceptionnel et je pense qu'on ne mesure pas la chance que l'on a et qu'on ne mesure pas l'événement que cela va être. Bernard, Tiger Woods au Golf National en Ryder Cup, j'imagine que vous avez organisé longtemps l'Open de France, vous avez organisé pas mal de compétitions, vous en avez rêvé pendant longtemps, Tiger Woods au Golf National pour la Ryder Cup, c'est un truc de dingue. Oui, c'est normal. À la fois, je ne vois pas comment Jim Furyk n'aurait pas pu le prendre. C'est 30% de plus de retombées médiatiques, économiques, vu ce qu'il a apporté au golf. Bon, bref, c'est formidable. Ça, c'est la meilleure nouvelle qu'on puisse nous annoncer. Tiger Woods au Golf National, c'est du pain béni, c'est superbe. Guillaume, on l'a évoqué, il n'y a pas de joueur français, peut-être qu'on en reparlera, mais Tiger Woods, encore une fois, en Ryder Cup, dans l'équipe américaine, pour le grand public, pour les médias généralistes, Tiger Woods, ça vaut la présence d'un joueur français, Guillaume.
Oui. J'allais dire peut-être mieux, non, parce qu'on aurait tous adoré qu'il y ait un joueur français, mais oui, pour les médias, pour tous, c'est tout à fait exceptionnel, hallucinant. Maintenant, le petit danger qu'il y ait pour le public, c'est que le public reste quand même pour les Européens, pardon, justement, et que tout le monde n'ait pas eu envie d'un exploit de Tiger Woods et que le public européen soutienne les Européens et non pas le dieu vivant qu'est Tiger Woods. D'accord, on espère que le public européen, on fera en sorte de tout faire sur place pour que le public européen, et tout le monde le fera, et notamment Grégory Avray et Raphaël Jacquelin, évidemment, qui seront dans l'équipe de Thomas Bjorn, pas vraiment vice-capitaine, mais bien intégrés dans l'équipe, aideront le public, notamment français, à être à fond derrière l'équipe européenne. Bernard, vraiment, Tiger Woods, ça vaut, c'est même plus qu'un Français, ça change tout à la Ryder. Il faut être honnête et correct. Tiger Woods c'est un dieu vivant, donc qu'on soit allemand, français, italien, le monde entier connaît Tiger Woods, c'est l'admiration. Beaucoup de jeunes se sont mis au golf avec la venue de Tiger Woods, comme à l'époque était Ballesteros, donc on peut pas comparer, il faut comparer les choses comparables. Bien sûr que j'aurais été ravi de voir un Français participer à la Ryder Cup, mais je pense que Tiger Woods amènera largement autant qu'un Français. Bon, on a parlé un peu de son aura et de sa puissance médiatique, mais s'il est là, c'est pour jouer cette Ryder Cup et essayer de la gagner. Pour l'instant, c'est une victoire, c'est 7 participations, une victoire seulement, enfin 6 défaites pour son équipe, pour l'équipe des États-Unis quand il était là, seulement 13 victoires pour 17 défaites et 3 matchs nuls. Tiger, jusque-là, c'était vraiment pas un très grand joueur de Ryder Cup, mais sa dernière Ryder Cup, c'était en 2012. Il était encore au sommet de son jeu, puisqu'il était encore numéro 1 mondial en 2013. Est-ce que maintenant qu'il est moins fort, est-ce qu'il aura moins de poids sur les épaules? Parce qu'il s'est ouvert, est-ce que ce sera un meilleur joueur de Ryder Cup, Guillaume, d'après vous, Tiger Woods? Je pense, oui, comme on l'a constaté depuis son retour, son nouveau retour, et on espère son dernier retour. Il est plus du tout la même personne, il est beaucoup plus proche des gens, beaucoup plus proche des joueurs. Je pense que Tiger Woods a toujours été un joueur tout à fait exceptionnel, hors du commun, mais peut-être pas le meilleur équipier qu'il soit. Et aujourd'hui, il risque en plus d'être un très bon équipier, ce qui est très important, bien évidemment, en Ryder Cup. Bernard, sur Tiger Woods, le joueur de Ryder Cup, mauvais par le passé, et maintenant, comment vous le voyez, comment vous le sentez? Oui, c'est assez étonnant d'ailleurs, parce qu'il a gagné aussi, on dit que le match play est différent que le stroke play, mais il a gagné beaucoup de tournois en amateur, en match play. Il était excellent joueur en match play. Il a même gagné des championnats du monde en match play aussi. Absolument. Donc, non, je crois que la formule est complètement différente d'un tournoi normal, bien sûr, d'une part, mais vous savez, c'est une chance quand vous avez le pouvoir de jouer contre Tiger Woods. Les gars en face, chaque fois, se démonter pour le battre. Et moi, j'ai eu cette petite expérience à un autre niveau. J'ai joué une fois contre Penn Stewart et j'ai battu sur 18 trous un tournoi. Donc c'est différent le match play. Effectivement, tous les joueurs sont imaginés, c'est un rêve de tout joueur professionnel de jouer contre Tiger Woods, surtout sur 18 trous. 72 trous en stroke play, les choses sont différentes. Mais bon, vous savez, c'est aussi des incertitudes du sport, ça existe aussi au golf. Il a été très bon avant à Ryder Cup, à match play. Il a été, je pense qu'il ne sera pas meilleur ou plus mauvais que d'habitude. Il est simplement tout bon, très bon. Et puis un jour, effectivement, il peut perdre un match play sur 18 trous. Ça peut lui arriver. Ça lui est arrivé assez souvent d'ailleurs. Il avait aussi coutume de dire que ce qui l'intéressait, c'était les records de Nicklaus, qu'on ne connaissait pas les records de Nicklaus en Ryder Cup. Est-ce que vous pensez qu'à ce niveau-là, il en est à 14, Nicklaus en est à 18 en Grand Chelem? Est-ce que vous pensez qu'à ce niveau-là, il a peut-être un peu changé, Bernard, et que la Ryder, il va lui accorder un peu plus d'importance qu'il ne lui accordait avant? Oui, il peut battre le record encore. Je me souviens de la première émission, je crois, quand Tiger est arrivé. J'avais la chance de faire les commentaires sur Canal à l'époque et on disait il va battre tous les records de Nicklaus sans problème. Et avec André Jean, on s'était dit, vous savez, la vie, c'est long, il peut y avoir un problème de santé, un problème de famille, un problème de... Bon, est-ce qu'il est arrivé? Donc aujourd'hui, que la Ryder Cup le booste, je crois qu'il n'a pas besoin de la Ryder Cup, je pense qu'il est au coin de la tête, il veut gagner encore un majeur, je pense. Moi j'ai toujours cru
Qu'est-ce qu'il n'allait pas? C'est quoi? C'est dans sa tête. Il était perturbé, bien sûr. Et là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il a retrouvé un équilibre. Et puis, vous savez, il est toujours aussi bon. Hein. Il n'a rien perdu de son savoir-faire. Guillaume, vous, sur son changement de mentalité par rapport à la Ryder, est-ce qu'il sera un peu plus performant? Comment vous le voyez, le tailleur à Paris? Ouais, moi, j'espère croire que effectivement, enfin, qu'avec l'âge, il a pris. Les choses ont changé. Je suis tout à fait d'accord avec Bernard sur le fait qu'il a qu'une idée en tête, c'est de gagner des majeurs. Mais je pense qu'il s'est rapproché des joueurs, que les soucis qu'il a eu de santé, de famille, l'ont rendu peut-être un tout petit peu plus humain sur le parcours et en dehors, et qu'il s'est rapproché énormément de cette équipe américaine, des jeunes, des moins jeunes. Et je pense en tout cas qu'il a envie de gagner. Il a très envie de gagner en Europe. Il n'arrête pas de le dire. Ils ont d'ailleurs tous très envie de venir battre l'équipe européenne ici. Donc j'ose croire qu'il va être un meilleur équipier. Allez, on va passer au wildcard de cette équipe européenne. Henrik Stenson, Jan Poulter, Paul Cazet, Sergio Garcia. Que de l'expérience, que du lourd et pas forcément de la force, de la forme. C'est pas vraiment ce qu'avait annoncé Thomas Bjorn. C'est assez surprenant, c'est même peut-être limite décevant. Guillaume, vous avez un avis sur cette sélection, enfin sur ces 4 wildcards, maintenant qu'on connaît cette équipe européenne, Guillaume? Oui, moi, mon avis, c'est 2 justifiés, 2 non justifiés, pour être tout à fait clair. Donner les noms des justifiés et les 2 non justifiés, qu'on les note et on vous les sortira à la fin, le 30 septembre. Poulter, Casey, tout à fait justifié quant à leur niveau de forme du moment. Garcia, Stenson, beaucoup moins, surtout avec d'autres joueurs européens en pleine forme en ce moment. Matt Wallace, Cabrera Bello, enfin voilà. Peters, absolument. Fitzpatrick un peu plus loin, mais voilà. Surtout des joueurs plutôt affûtés physiquement, que ce soit Peters ou Matt Wallace. Donc, très étonnant, un peu décevant, comme vous le dites, Arnaud, sur ces 2 choix pour moi, en tout cas. Bernard, les choix de Thomas Bjorn, vous en pensez quoi? Écoutez, Thomas Bjorn. Oui, ça c'est autre chose. On peut parler du capitaine si vous voulez, mais moi je crois que personnellement j'aurais peut-être pris Cabrera Bello parce qu'il joue très bien. Je crois qu'il l'a prouvé ces derniers mois et dans le classement mondial. Je ne sais pas s'il est avant Stenson. Mais bon, avec Sergio Garcia, peut-être qu'ils auraient fait une équipe de double à la place de Stenson qui joue pas très bien en ce moment. Mais bon, c'est vrai que Stenson a gagné en majeur et difficile. Mais vous savez, malheureusement, ça ne dure pas comme les impôts. Il a été très bon, mais il est un peu moins bon en ce moment. Et à ce moment-là, ça sert de faire des performances et d'être devant dans le classement pour ne pas être choisi. Donc voilà, mais simplement, bon, peut-être cette petite différence Cabrera Bello, j'aurais pris volontiers. Maintenant, le capitaine, vous parlez du capitaine, c'est important. Je crois que j'ai des doutes sur le capitaine. C'est aussi bien Ballesteros, Olarzábal, je reviens toujours aux Espagnols bien sûr, mais aussi bien même McGinley, ce sont des gens charismatiques qui ont submené une équipe. J'espère que Thomas Bjorn le fera, parce que j'ai eu l'expérience que j'ai vécue aussi aux États-Unis quand Mark James était capitaine, et on peut dire que c'était un mauvais capitaine parce que les choix de la stratégie des équipes, là aussi c'est important. Bernard, il menait quand même 10-6 après les doubles. Mark James. Oui, mais justement, il avait 10-6 après les doubles et il a fait jouer tous les meilleurs ensemble, les 36 trous par jour. Et ils sont arrivés, les meilleurs sont arrivés, mais ils étaient complètement cuits. Et les nouveaux n'avaient jamais joué. Oui. Ce qui fait. C'était aussi Brooklyn en 99, dans une ambiance pas totalement. Oui, mais enfin, effectivement, il a mis tous les meilleurs. C'était l'époque Westwood, Darren Clark, Olarzábal, Ballesteros, Langer et compagnie. Ils ont joué 36 trous par jour en match play. Vous vous rendez compte un petit peu. Et puis Van de Velde faisait partie avec Sandelin Coulthard. Ils n'avaient pas joué le dimanche et ils avaient pris 3 raquettes. Ils n'ont pas joué un match. Le dimanche. Et donc ils sont arrivés le dimanche. Vous vous rendez compte, les envoyer dans l'arène le dernier jour contre ces loupards d'Américains, c'est pas évident. Donc je veux dire par là.
Il aura un capitaine, il aura un rôle très important. J'espère qu'il sera à la hauteur. On va passer à ces deux équipes, on va les comparer. Vous disiez que c'est peut-être la plus forte équipe américaine de l'histoire. C'est les 3 premiers mondiaux, Dustin Johnson, Brooks Koepka, Justin Thomas. Après, il y a Ricky Fowler, numéro 9 mondial, Jordan Spieth, numéro 10, Bubba Watson, numéro 13, Patrick Reed, numéro 14 et Webb Simpson, numéro 19. Les wildcards, c'est Bryson DeChambeau, numéro 7 mondial, c'est pas mal. Et Woods et Mickelson, seulement 24e et 26e mondiaux. Ça fait effectivement très peur cette équipe, Guillaume. Bien sûr. Ah, pardon. Guillaume. Ouais, c'est plutôt impressionnant et quel que soit le joueur, là on sent dans cette équipe que soit les joueurs ont énormément d'expérience, je pense bien évidemment à Woods, Mickelson, même à Webb Simpson, ou les autres sont des jeunes qui gagnent, je vais pas dire une fois par mois parce que Spieth n'a pas gagné depuis longtemps, mais enfin qui n'arrêtent pas de gagner des tournois là, c'est très 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 impressionnant. Donc c'est soit de l'expérience et des tonnes de tournois, soit déjà des jeunes qui ont gagné beaucoup de tournois. Donc ça fait de l'expérience, un niveau de jeu incroyable et donc une équipe surhumaine. Bernard, vous vouliez intervenir? Oui, faut pas oublier que Tiger Woods, s'il y avait un classement depuis le début de l'année, en 2018, il serait 4e mondial. Bon, absolument. Donc Bon alors messieurs, moi je suis quand même un peu plus optimiste que vous, même si je le suis un peu moins qu'en début d'année. L'équipe européenne c'est quand même pas mal aussi, c'est peut-être aussi probablement et même certainement la plus forte de l'histoire. C'est Justin Rose numéro 4, Jon Rahm numéro 5, Francesco Molinari numéro 6, Rory McIlroy numéro 8, Tommy Fleetwood numéro 12, Tyler Hatton 25. Bon, Torbjörn Olesen, c'est la petite erreur en dehors du top 30, 40e mondial quand même, c'est pas mal. Alex Noren numéro 15. Et les wildcards, il y a quand même Kazen numéro 16, Poulter 33, Stenson 22 et Garcia 30. C'est quand même que des joueurs quasiment du top 30 mondial, des joueurs qui ont fait leurs preuves. C'est aussi l'équipe européenne la plus forte de l'histoire, Guillaume. Ouais, tout à fait, évidemment. Et c'est pour ça que, une fois de plus, je reviens à la question, pas à votre analyse du départ. Je remets vraiment l'accent sur la chance que nous avons d'avoir cette Ryder Cup en France et de pouvoir avoir ces joueurs qui vont tous jouer au golf national. C'est tout à fait exceptionnel. Après, pour répondre à votre question, oui, l'équipe est très forte aussi. Et c'est sûr que sur le papier, les Américains sont quand même plus forts. Comme le disait Bernard tout à l'heure, le golf, c'est 18 trous, il peut se passer plein de choses et on espère d'ailleurs que plein de choses vont se passer et qu'il va y avoir une ambiance et un climat tout à fait hallucinant. Mais oui, l'équipe est hallucinante, mais l'équipe européenne est très forte, mais elle est nettement moins forte que l'équipe américaine. Nettement moins forte que l'équipe américaine, à ce point-là. Oui. Bernard, nettement moins forte, vous êtes d'accord? Nettement moins, oui. Moi, c'est surtout, je pense, le golf aussi, le golf national. Je pense que, contrairement à ce que disait Céline tout à l'heure, c'est un avantage pour les Américains. Quoique maintenant, Justin Rose, Garcia, Stenson, tous ces joueurs savent jouer aussi aux États-Unis. Hein. C'est pas, Kazay bien sûr, ils font même Jon Rahm et compagnie. Bien sûr. Mais bon, Jon Rahm est un petit peu en perte de vitesse là. Garcia aussi, Stenson aussi. Bon, même si c'est de très grands joueurs qui sont incontestablement, ils ont mérité leur place dans l'équipe. Oui, mais attention, les jeunes, là, les Américains, ils ont les dents longues et puis ils sont surtout, moi, ça m'avait frappé l'année dernière d'ailleurs que la Presidents Cup, cet esprit d'équipe. C'est vraiment une bande de copains et ils peuvent faire très mal. Pour terminer, Guillaume, on l'a évoqué tout à l'heure avec Céline, pas de Français dans cette équipe, c'est vraiment le seul tout petit bémol de cette Ryder Cup. C'est une grosse déception, vous l'expliquez comment, ils sont à leur niveau. Quel commentaire vous inspire cette non-présence de joueurs français? Évidemment que qu'on est triste de ne pas avoir un Français dans l'équipe, c'est évident. Maintenant, ils sont à leur niveau. J'ai pas envie de dire oui parce que ça serait pas sympa vis-à-vis des Français, mais oui, on a rarement, comme vous le disiez tout à l'heure, aujourd'hui dans les 24 joueurs qui sont présents, dans les 24, il y en a 24 dans le top 30 mondial. Aujourd'hui, on n'a pas de Français dans le top 30 mondial. Je pense que ça résume la situation. Je pense que celui qui était en bonne voie pour pouvoir le faire, c'était Alex Levy, qui a un niveau de jeu tout à fait hallucinant et incroyable et qui a tout pour y arriver. Maintenant, voilà, c'était pour lui, je pense, énormément de pression. Tout le monde le voyait, et bien évidemment, lui aussi se voyait et espérait être dans cette équipe. Donc, on imagine la pression que ça devait être pour lui. Mais
Décevant, non. Oui, on est déçu, mais par rapport au niveau effectivement qu'ont les Français aujourd'hui, qui est bien meilleur qu'avant, et je ne critique en rien le niveau des Français qui s'améliore d'année en année, mais effectivement, on n'a pas un Français dans les 30 meilleurs mondiaux aujourd'hui. Je ne sais pas à quelle place est Alex aujourd'hui, Arnaud. Ouais, il est au-delà de la 60e place mondiale. Hein. Voilà, donc, il était dans le top 50 à un moment, mais il a dégringolé. Donc voilà, le seul qui a été, je crois, à son top, c'est Victor Dubuisson qui a été 17e joueur mondial, si mes souvenirs sont bons, et c'est le seul qui a... 15e même une semaine, il a même été 15e une semaine. Donc voilà, c'est décevant, mais c'est logique. Donc voilà, et malheureusement, effectivement, c'est triste pour le public français. Bernard, pas de joueur français en Ryder Cup? Oui, c'est vrai que par le passé, il y a eu Victor Dubuisson, il y a eu Thomas Levet qui a aussi gagné, et puis Jean Van de Velde. Il y a 3 Français qui ont été... oui, c'est regrettable, mais il va falloir peut-être compter sur la nouvelle génération, là, parce que c'est vrai que, comme le dit Guillaume Biojo, qu'il n'y a pas de Français dans les 50 premiers, et c'est logiquement qu'il n'y a pas de joueurs dans l'équipe. Merci messieurs en tout cas d'avoir été avec moi pour animer cette émission. Guillaume Biojo, je rappelle qu'on vous retrouve sur le golf du Vaudreuil où vous êtes le directeur de ce golf et le directeur également d'Altus Performance Europe, l'entreprise de coaching de Cameron McCormick. Merci Guillaume d'avoir été avec nous, à très bientôt pour parler de golf et de cette Ryder Cup. Merci également Bernard Pascasio d'avoir été avec nous. Bonne semaine sur la Lacoste Ladies Open de France, première édition au golf du Médoc. Et puis on espère qu'il y en aura de nombreux autres et puis qu'après il y en aura, comme vous le disiez, de nombreux autres au golf de Chantaco. Merci Bernard d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci également à Rémi Rivière d'avoir réalisé cette émission. Bonne semaine à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Journal du golf, le podcast sur l'équipe.fr.